faudra gagner les matchs. Les matchs, personne ne va nous les donner, surtout pas les Suisses allemandes. Contre toutes les équipes, on peut perdre des points, donc il faut toujours prendre match par match et puis être toujours très concentré. Si on joue comme aujourd'hui et qu'on met la même envie, je pense que ça va le faire. C'est beaucoup de fierté, c'est énormément de sacrifices. Sur ces 2 dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière. 6 matchs, 6 finales, il faut vraiment gagner, il faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour ramener ce titre ici en Suisse romande. Elle cartonne dans ce championnat, c'est bien évidemment du Servette FC Chénois féminin dont on parle aujourd'hui dans Championne, votre podcast consacré à l'équipe phare du football féminin à Genève. Les Grenats ont gagné 3-0 leur rencontre au sommet face à IB samedi dernier. On va en parler d'ailleurs ce soir avec à mes côtés Lucas Arrojo. Salut, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Nickel. Et puis à ma droite, Arthur Miffon qui était aussi au stade samedi en tant que photographe. Comment tu vas ? Salut Victor, salut Lucas, ça va très bien. Super. Alors, au programme de cette émission, un focus aussi sur Inès Pereira qui réalise un super début de championnat et puis un point aussi sur les joueuses en forme, on en parlera ensemble, on va essayer de un petit peu débroussailler tout ça et puis on s'intéressera aussi à ton rôle en tant que photographe Arthur depuis que tu as intégré servetien.ch. Donc bienvenue à tout le monde dans Championne, un podcast sur le Servette FC Chénois féminin présenté par Victor Perrin et que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux et toutes les plateformes d'écoute en streaming. C'est parti. Servette IB. Alors, c'était un match qui s'est joué samedi soir du côté de la Fontenette. On a eu Lucas qui était présent en tant que journaliste, aussi au bord du terrain pour recueillir certaines impressions des joueuses et de l'entraîneur aussi. Comment tu évalues ce match gagné 3-0 ? Surtout en seconde mi-temps où c'est là où la différence s'est faite. Ouais, comme tu le dis, en seconde mi-temps, parce que la première mi-temps, c'était un match assez terne, 0-0, c'était un match assez agressif sur les duels. On a vu une équipe d'IB qui allait beaucoup au duel, qui mettait beaucoup de pieds sur les Servettiennes, ce dont les Servettiennes se sont pas mal plaints auprès de l'arbitre de la rencontre. Et après, deuxième mi-temps, elles ont repris un peu ce qu'elles savaient faire, avec beaucoup d'engagement offensif. Et puis les 3 buts qui viennent coup sur coup. C'était Schneider qui met de la tête le 2-0, le 3-0, je crois que c'est Schneider le 3-0 mais c'est vrai qu'il y a eu en tout cas Clémaron le deuxième et le premier c'était Iman Saoud qui est rentré du coup à la mi-temps et qui a apporté beaucoup de bien parce qu'elle a permis à donner de la vigueur sur les ailes et aussi d'alterner avec Padilla qui était très en forme, très en jambes dans ce match. Et voilà, du coup, IB qui était un peu l'équipe 3e du classement dans le championnat. Ouais, exact. Ouais. Du coup, c'était un peu les rivaux, avec hormis Zurich qu'on connaît. Et puis Getse qui était un petit peu derrière. Qu'il fallait battre. Ouais. Et Servette a confirmé qu'il pouvait battre toutes les équipes dans le championnat. Enfin, il en reste encore, mais il reste Rao et puis Yverdon. Mais je pense que là, c'est plutôt une promenade de santé, ouais. C'est vrai que oui, il y a eu ce début de championnat de match qui a été assez dynamique finalement. Même si tu parles de un peu côté terne, on a eu pas mal d'occasions dans les premières minutes du match avec notamment en tout cas une tentative à la 16e minute. On a pu voir par Berne du coup avec Inès Pereira qui est quand même assez bien sur ses gardes. On en parlera un petit peu après. Et aussi une occasion à la 38e, 44e. On sent que la première mi-temps pouvait aussi très bien tourner du côté d'IB. Je ne sais pas, toi Arthur, de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu ressentais un petit peu de cette première mi-temps par exemple ? Ouais, c'était une première mi-temps assez tendue. En fait, moi j'ai trouvé les Bernoises, elles ont voulu vraiment couper un peu le jeu des Servettiennes en faisant plein de fautes au milieu de terrain. Les Servettiennes n'ont pas réussi du coup à beaucoup se projeter et faire beaucoup d'occasions. Il y en a eu une ou deux, je pense, dont une de Sandrine Moron, je crois que c'est qui a tapé la transversale, qui était assez belle. En corner. Ouais. Et sinon, les Bernoises ont réussi, en jouant au contre, à être assez dangereuses aussi. Du coup, c'était une première mi-temps vraiment disputée. Avec aussi juste peut-être un manque de clairvoyance de Padilla, ce qui est assez rare de sa part depuis ce début de saison, avec un manqué assez proche de la gardienne Ackermann de Berne, pardon, je vais y arriver. Mais c'est vrai que voilà, on en parlait avant, ce retour des vestiaires, on ne sait pas trop ce qui s'est passé peut-être dans le discours du coach. On connaît Eric Sévrac comme quelqu'un de très motivateur.
Et puis le changement aussi qui a tout chamboulé, c'est Iman Saoud qui rentre et puis qui fait parler son talent naturel en fait. C'est ça. Je pense que le coach a joué les bonnes cartes au bon moment. Il s'est dit que Saoud, sur la forme qu'elle a depuis le début de la saison, on voit que quand elle rentre, elle a de l'envie et souvent quand elle rentre, elle marque. Là, elle a encore prouvé, elle est rentrée, elle a marqué. Et voilà, donc je pense que c'était un bon coup du coach du coup. Et ça a permis la victoire, ou en tout cas le réveil, parce que le but a été inscrit en début de deuxième mi-temps et ça a permis aux Servetiens de suivre, quoi. Ouais, totalement. Puis c'est aussi une belle combinaison. Je crois que ce premier but, de ce qu'on a pu voir, en tout cas, même en regardant les images, une belle combinaison à l'entrée des 16 mètres. Je crois que c'est Coronen qui fait la passe en pivot. Elle commence aussi à s'affirmer un petit peu, Coronen. Je ne sais pas ce que vous avez eu comme perception de l'attaquante centrale du Servette FC qui est arrivée cet été. Est-ce que son rôle devient intéressant ? Moi, j'avais un peu des doutes en début de saison. J'ai comme l'impression qu'elle s'affirme un petit peu plus sur le front de l'attaque. Après, c'est mon avis. Est-ce que vous le partagez ou non ? C'est encore un peu difficile, je trouve, avec Coronen en attaque. Enfin, je vois contre le match contre IB, elle a eu de la peine à s'affirmer dans les derniers 16 mètres. En effet, elle a bien combiné avec Saoud, mais on attend d'une attaquante qu'elle performe dans le dernier geste. Et c'est ce qui a failli un peu, et peut-être même dans les duels, elle n'a pas vraiment donné satisfaction. Après, elle remplace la saison passée de Lagonia, qui était très efficace devant. Et puis Radebo aussi. Radebo qui marquait souvent aussi. Et là, elle a un peu la lourde tâche de reprendre le flambeau. Et du coup, là, pour l'instant, comme tu dis, il y a de la progression, mais c'est peut-être pas encore optimum pour Coronen. Et quelle alternative ? Je ne sais pas si toi, tu vois un petit peu peut-être potentiellement une joueuse qui pourrait peut-être s'affirmer plus devant par rapport à Coronen, ou après, ça peut être aussi une joueuse qu'on voit sur les ailes, type Padia, qui est quand même assez virevoltante. Je sais qu'elle a moins un profil pivot qui met la pression devant, tel que peut-être Coronen le ferait, mais Padia sur les ailes, c'est excellent. Pourquoi pas en attaque centrale aussi Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup Coronen, justement parce qu'on essaie tout le temps de passer par les ailes avec Padia, Saoud. Et puis Bourma qui était peut-être ça la stratégie, de vraiment plutôt déborder et après centrer. Mais peut-être que Coronen devrait essayer de faire plus d'appels en profondeur et essayer de jouer un jeu un peu plus direct. Ce qu'elle essaye de faire parfois, mais c'est vrai que c'est encore un petit peu vacillant, c'est vrai. C'est ça. Par contre, le deuxième but est arrivé 10 minutes plus tard, après le premier but inscrit à la 53e minute, donc autour de la 65e. C'était Maëva Clémaron, dans la française, qui tient vraiment son milieu de terrain depuis le début de saison, qui marque son 4e but en championnat, suite à une passe de Padilla d'ailleurs. Clémaron, elle s'affirme largement à ce milieu de terrain, quoi. Ouais, clairement. Elle a une grosse présence au milieu de terrain. Elle fait un travail énorme de récupération et puis après de relance. Et puis aussi sur les phases plus offensives comme les corners, elle est tout le temps dans les 5 mètres en train de tourner autour de la gardienne, de faire vraiment une présence dans la défense. Je trouve qu'elle fait un gros boulot un peu dans l'ombre comme ça, qui est très intéressant. Et c'est surtout qu'elle est bien entourée, avec Nakache et Moron. Oui. Elle peut se permettre des libertés un peu plus dans notre jeu servetien. Et puis on voit que ça marche. Ouais, puis on en a parlé très, très longuement dans la dernière émission qu'on a faite il y a un mois. Et puis c'était c'était juste de placer un peu ce milieu de terrain qui prend de l'importance match après match. Mais aussi une bonne surprise. Du coup, c'était aussi l'occasion de voir Michel Schneider qui a marqué ce 3e but au cours de la rencontre, de la tête. Donc elle remplaçait l'habituelle Monica Mendes, qui d'ailleurs est rentrée, sortie en cours de partie. Qu'est-ce qu'on peut parler de ça ? Ce que j'ai entendu, c'est qu'elle s'est blessée. Ouais. Et elle avait déjà un pépin physique avant de jouer. C'est pour ça qu'elle n'a pas commencé. Et quand elle est rentrée, malheureusement, ça c'est revenu. Et puis elle a dû sortir. Mais Michel Schneider, très bon match. J'ai trouvé, même si c'est pas son poste de prédilection, j'ai l'impression, parce que la saison passée elle jouait plus devant dans les ailes, et là elle a été placée un peu plus latérale depuis le début de la saison, mais bon, elle donne de l'envie,
J'ai l'impression, enfin, elle va au duel et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre le pied, qui n'a pas peur de mettre la tête. Et c'est bien, ça marche à des moments, mais des fois, ça résulte à des cartons jaunes, un peu comme on a vu en finale des playoffs l'année passée, où il y a eu un jaune, puis un rouge, Exactement, et puis qui a laissé Servette à 10. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir envie, en tout cas, et c'est un bon point pour elle. C'est vrai qu'on a remarqué ça l'année passée, quand elle est arrivée en cours de saison, elle a amené quand même cette vivacité. C'est une joueuse qui court beaucoup, qui essaye vraiment beaucoup d'amener aussi de la présence offensive malgré sa position en défense. C'est là aussi la force peut-être de Michelle Schneider, c'est de pouvoir jouer un petit peu à différents postes. Elle a des fois remplacé sur le côté gauche, sur le côté droit, en avant, offensif, en arrière. On voit que c'est une joueuse très polyvalente. Peut-être le fait qu'elle est polyvalente, c'est qu'elle est peut-être un peu moins talentueuse que Monica Mendes, mais c'est une très bonne alternative, je pense, pour Servette. Et on en parlait en début de saison, c'est d'avoir un effectif tellement pléthorique et qui compense toutes les positions quasiment de manière très qualitative. Donc ça, c'est hyper réjouissant. Et puis, on est très content pour Michel Schneider d'avoir pu marquer son premier but en championnat. De la tête, une très belle tête d'ailleurs, assez plongeante, hargneuse. Je sais que toi, tu étais du côté du but, il me semble, en tant que photographe, donc ça doit être assez sympa de voir. Et puis, on en parlera peut-être un peu plus après, mais de voir un peu cette joie à proximité, c'est toujours top. Ouais. Et puis voilà, si on peut résumer, c'est quand même un très très bon résultat à prix, parce que IB restait quand même la 3e équipe dans ce classement du championnat, qui est redescendu maintenant derrière Getse, ce qui fait qu'on a quand même ce mouchoir de poche juste derrière Servette qui est très fort, avec Zurich qui revient en puissance, qui a fait un début de saison assez exécrable par rapport à ses standings. Donc à voir comment la suite du championnat va se profiler. Mais comme tu disais, Lucas, en préambule, on a les prochains matchs de championnat, c'est Arro et puis Verdon. Donc pour le coup, il y a quand même une grosse carte à jouer pour arriver à la pause hivernale avec un beau matelas devant les poursuivantes. En tout cas, c'est l'objectif qu'a dit Eric Séverac en interview. Il a dit que son but, c'était les 10 victoires en 10 matchs, de finir avant la trêve, de ressortir avec un bilan 10 sur 10, et puis pour pouvoir mieux repartir en deuxième partie de saison. Et puis pour l'instant, il s'y tient, et pour l'instant, ça marche. Donc, ça marche plus que bien, hein, parce qu'on a quand même une attaque assez forte, très dynamique. Et puis, si je regarde, on est à 24 buts marqués en 8 matchs, ce qui est excellent. 5 buts encaissés seulement. Et puis, c'est l'occasion peut-être de parler un petit peu de celle qui fait en sorte qu'on n'a que 5 buts encaissés, c'est Inès Pereira. Alors, on vous propose un petit focus sur elle. Donc 8 matchs gagnés en 8 rencontres de championnat. Ces résultats probants, c'est aussi la patte de notre gardienne portugaise Inés Pereira. Elle est née à Lisbonne en 99 et a intégré l'équipe A de l'équipe nationale autour de 2018. Elle a aussi remporté plusieurs titres avec le Sporting avant de rejoindre Servette en 2021, remplaçant Gaëlle Thalmann qui, elle, était aussi internationale avec la Suisse. On va dire un peu plus vieillissante qu'Inés Pereira. Mais voilà, du coup, c'est aussi une joueuse qui a été appelée récemment avec l'équipe nationale. Elle est régulièrement appelée pour l'équipe nationale. En tout cas, c'est une joueuse assez impressionnante en termes de qualité de gardienne, ce qui est plutôt positif dans un championnat où, personnellement, je trouve que des fois, c'est le poste de gardienne qui est un petit peu en retrait, selon les formations, selon tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qui vous impressionne le plus de Inés Pereira en général, par rapport à ses capacités Moi, je trouve que elle est née en 99, elle a que 23 ans, du coup. Ouais, 23. Et pourtant, elle dégage un leadership, une grinta qu'on voit rarement chez des joueuses de cet âge-là, tu vois. Et en plus, voilà, du coup, en plus, elle est performante. Et je trouve que c'est exceptionnel pour son âge, quoi. C'est genre toute cette grinta, toute cette force, et en plus après, on a vu, c'est décisif parce que dans le championnat ça marche bien, aussi pour des moments cruciaux comme dans les séances de tir au but qu'on a eu la saison passée, elle déstabilise l'attaquant. Ouais. Et ça c'est le point fort de cette gardienne, je trouve.
Ouais, sur sa ligne, elle est vraiment incroyable. Elle va être très très vite au sol. Moi, je crois que la première fois que je l'ai découvert, c'était il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, quand ils ont joué en Champions League contre la Juve. Il y avait 0-0. Alors, on savait que le match, ça allait être très très dur. Et puis, il y a eu ce penalty pour la Juve. Et elle sort le penalty et ça a été fêté comme un but dans le stade. En plus, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était vraiment génial. C'est vrai qu'on se souvient de ça, ouais. Et c'est là que je l'ai un peu découvert. Et puis là, ces derniers matchs, je trouve de nouveau, là, en tout cas, contribué. Elle a fait des 5-6 arrêts vraiment décisifs. Et puis, on sent son leadership dans la défense. Elle dirige sa défense comme un bon gardien ou gardienne doit le faire. Et elle le fait remarquablement bien. On va y arriver. Mais moi j'avais retenu effectivement ses réflexes, c'est ce que tu dis Arthur, sa forte présence pour moi aussi dans les 16 mètres, cette communication, c'est exactement ce que tu dis Lucas. Du coup je pense que c'est assez unanime pour tout le monde, il y a ces qualités-là. Moi je trouve elle replace beaucoup sa défense, elle parle beaucoup aussi aux joueurs. Je pense que c'est assez rassurant quand tu as une gardienne derrière, tant bien qu'elle parle pas la même langue que certaines joueuses, mais je pense que le football, c'est un peu un langage aussi commun, et il n'y a pas besoin nécessairement de parler la même langue pour comprendre que tu as une gueulante d'Inès Pereira derrière, parce que elle s'affirme, hein, ça c'est clair, on le voit. Il faut juste aller une fois au stade, si les personnes qui nous écoutent n'ont pas eu l'occasion de le faire. C'est aussi un personnage à voir directement au stade, hein. Elle fait le show, ça c'est clair. Je sais plus qui de vous deux en parlait en off, mais elle vient directement fêter les buts, elle traverse tout le terrain pour juste sauter dans les bras de ses coéquipières. À chaque but, même si c'est le 5e ou le 6e, chaque but est fêté en équipe, et ça c'est vraiment chouette. Ouais. Clairement. Puis ça signe aussi que elle s'est bien intégrée depuis une année aussi aux Servettes. Elle s'est affirmée, et c'est un pincement au cœur aussi pour Laura Dro qui est arrivée en fait au club et qui potentiellement pouvait atteindre cette place de titulaire. Inès Pereira arrivée avec son gabarit, son expérience. Pour moi, c'est difficile pour Laura Dro de récupérer une place de titulaire désormais, surtout que Inès Pereira a prolongé encore l'expérience servettienne pour plusieurs saisons. Donc on sent que c'est vraiment une joueuse qui va s'établir sur le long terme, et puis on espère que, en tout cas, elle fera toujours des belles performances comme elle le fait maintenant. Ouais, clairement. Et en plus, c'est dingue, je trouve qu'elle est assez petite de taille, mais pourtant, ça se remarque pas, tu vois. C'est pas une gardienne, tu dis, du coup, elle est petite de taille, du coup, on peut facilement mettre les ballons plus haut, ou je sais pas, on peut jouer sur ça. Et en fait, pas du tout. Elle est même surperformante, même malgré sa petite taille, et puis on remarque pas ce détail-là, tu vois. C'est la Yann Sommer C'est un peu le parallèle avec Yann Sommer, effectivement. Yann Sommer, petit, et pourtant... Même chose qui déstabilise les attaquants. Voilà, c'est bon. On a trouvé la comparaison. C'est bon. Mais non, mais c'est vrai que voilà, on est arrivé sur 8 matchs de championnat. Il y a eu 4 fois où elle n'a pas encaissé de but. Évidemment, c'est aussi une force de sa défense, mais c'est aussi un signe. Ça veut dire que même quand elle encaisse un but, c'est seulement un but. Il y a très très peu de buts encaissés. On n'a que 5 goals encaissés en 8 matchs. Évidemment qu'elle prend un rôle prépondérant là-dedans, et c'est hyper intéressant de l'avoir en fait en tant que gardienne, et puis de l'avoir découvert aussi pendant plusieurs temps aussi, parce que ça fait une année, les gens sont un peu sceptiques au début, on se dit elle vient de l'étranger, c'est peut-être l'adaptation qui sera difficile, mais pas du tout en tout cas. Et puis peut-être on peut aussi profiter de l'occasion on parlait de la défense qui était performante. C'est tout un amalgame en fait de joueuses qui ont performé ces derniers temps pour arriver à ces 8 matchs gagnés, peut-être 10 à la fin du premier tour. Pour vous, qui sort un peu du lot, alors pas du début de saison, mais un peu en ce moment, quelle est la forme, la joueuse en forme, toi, Arthur? Alors moi j'ai beaucoup aimé en tout cas ces 2 derniers matchs, Maëva Clémaron en milieu de terrain, comme on en a déjà parlé juste avant. Je trouve fait un gros travail de récupération, elle est vraiment physique dans les duels, elle pose vraiment des problèmes dans la défense aussi, dans les phases offensives. Je trouve que c'est une très belle recrue. Ouais. En plus avec une énorme expérience, on en a parlé largement la dernière émission, mais c'est vrai que ça apporte vraiment de la sérénité, et on avait toujours peur un peu de ce départ de Sandy Manley, Alyssa Lagonia
en fin de saison dernière, je pense que là, on est clairement blindé avec Maëva Clémaron, avec d'autres joueuses aussi. Et puis voilà, du coup, j'ai une mouche qui me traîne autour, là, ça m'énerve. Toi, Lucas, t'as une joueuse qui t'a un peu tapé dans l'œil sur ces dernières performances, un petit peu. Ouais, moi, c'est Padilla. Padilla, c'est la joueuse qui ressort pour moi depuis le début de la saison et puis de ces derniers matchs. J'ai l'impression tous les matchs, elle marque ou elle délivre une passe D ou elle est là, elle fait le geste juste au bon moment. Et je trouve que c'est un bonheur de l'avoir. Enfin, même au stade où comme ça, c'est juste la joueuse pour moi qui a éclos vraiment cette saison, même si la saison passée elle était aussi forte. Mais cette saison, vraiment, c'est la saison de son éclosion, je trouve. Et c'est très plaisant de l'avoir. 4 buts déjà, tu parlais de Maëva Clémaron, 4 buts aussi, un peu, voilà, c'est une joueuse plutôt de milieu de terrain, mais aussi Padilla qui marque 4 goals depuis ce début de saison en 8 matchs, c'est quand même une très belle performance pour une ailière aussi, on considère que c'est vraiment bien. Et puis je suis assez d'accord, je trouve qu'elle a vraiment pris du galon maintenant, c'est assez impressionnant, et dire qu'elle a que 20 ans, c'est ça qui me... C'est même constat un peu que pour Inés Pereira, en fait, c'est des joueuses très jeunes, mais qui ont... Tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se tient. Et puis, Padilla, elle a cette force de percussion offensive. Elle provoque souvent. Elle est très intéressante, moi, je trouve, devant. Et c'est, comme tu dis, c'est un bonheur de l'avoir évolué au Servette FC Chénois féminin. Moi, je ferais un petit aparté peut-être sur la défense centrale. Felbert, on en avait parlé la dernière fois, qui a aussi eu ses premières capes internationales. Et puis Katalin Stahl, qui est revenu des États-Unis, qui est au top depuis plusieurs matchs. On pouvait avoir des doutes. Là, je crois que ça fait 8 matchs que la charnière centrale, elle est fixe, elle est fixée. Il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Pour moi, elles sont assez performantes. Et je ne sais pas pour vous, votre point de vue par rapport à ces joueuses. Toi, Lucas ? Pour moi, c'est le même point de vue que toi. C'est pour moi, on a trouvé notre charnière centrale et puis que ce soit Felbert ou Stahl, ils apportent une sérénité défensive qu'on a rarement vue. Et en plus, les deux sont jeunes, les deux sont suisses et puis elles s'entendent à merveille. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de les voir évoluer. Et puis les 5 buts encaissés en championnat, c'est grâce à Inès, oui, mais c'est aussi grâce à cette défense centrale, Kathleen Stahl et Laura Felbert. Ouais, en tout cas, c'est vrai que là, maintenant qu'on en parle, c'est assez impressionnant le nombre de jeunes joueuses qui performent en fait avec Servette. C'est peut-être une marque de fabrique qui s'est créée avec le temps. J'ai l'impression qu'il y a eu ce cycle qui s'est arrêté avec le départ de Caroline Abbé, Gaëlle Thalmann, ces joueuses qui avaient beaucoup d'expérience, qui étaient âgées dans le monde footballistique évidemment. Mais là, d'avoir renouvelé cet effectif avec des jeunes joueuses comme ça qui performent, c'est très très bien joué du club, je pense. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Sinon, on fait un petit focus sur Arthur avec ton expérience de photographe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, sur les joueuses ? Non, ça va. Ok, super. Alors, jingle. Dernier petit chapitre de notre émission. L'idée, c'est de faire un petit focus, puisque tu es là, c'est une bonne occasion, avec Arthur Miffon, qui est photographe et qui nous a rejoint il y a très peu de temps. Tu as fait pour l'instant 2 matchs avec les féminines. Voilà, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu n'es pas initialement dans le milieu de la photographie de sport. Tu fais plutôt d'autres choses, non ? C'est ça ? Ouais, alors je fais plus de photos de produits et de paysages. Mais, j'ai toujours eu la passion pour le sport. Il n'y a pas que le foot, où j'adore d'autres sports aussi. Et du coup, c'était la bonne occasion pour allier mes passions, mes différentes passions. Et là, en fait, je suis super content de découvrir cette nouvelle facette du foot, d'être au bord du terrain et de prendre des photos. On voit le match vraiment différemment et c'est super intéressant. Bon, tu as un peu de paysage avec la pelouse, mais bon, c'est pas ça qui fait la différence. mais c'est vrai qu'après, par rapport à d'autres sports que tu suivrais, c'est quoi le truc qui te plaît, par exemple, à suivre du foot en tant que photographe plus particulièrement ?
Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est les bons moments, le bon duel à photographier, juste le avant le shoot, etc. C'est vraiment des petits instants à essayer de capter, c'est pas facile. Il faut être un peu au bon endroit au bon moment. Et puis avoir un peu l'expérience aussi, je pense, le fait d'aller plusieurs fois au stade, tu vas plus comprendre aussi à quel endroit se positionner pour avoir vraiment... par exemple, si on va voir la galerie sur le site, moi j'aime bien, il y a cette photo où finalement tu es derrière l'arbitre de touche, avec aussi une vision des deux joueuses, une sorte de flou un peu qui se crée, c'est assez intéressant. Et ça, c'est le genre de point de vue que tu recherches aussi, un peu quelque chose qui est différent du classique. Oui, alors là, c'est vrai que celui-là, j'étais assez proche et de sentir un peu, c'est assez ça qui est impressionnant quand on est au bord du terrain, c'est d'être vraiment à 2 mètres de l'action qui se passe parfois, quand ça se passe tout proche de la ligne de touche. Ça, c'est assez cool à retranscrire plutôt que toujours les grands zooms de loin qui sont aussi super, hein, mais j'essaie de varier un petit peu les différents plans et puis aussi faire d'autres photos. Comme pendant le match, je suis parti un peu de l'autre côté du terrain pour faire quelques photos de Inés Pereira parce que d'habitude je me mets plutôt côté offensif et du coup alors bon j'ai raté le deuxième but mais tant pis j'ai pu faire pas mal de photos aussi d'Inés Pereira et qui est aussi sympa. Ouais, c'est aussi je pense que c'est la force aussi de voir un peu le football ou le sport dans la photo qui vient aussi de d'autres expériences, c'est que tu peux aussi te dire je vais pas me focuser vraiment sur un but, mais plutôt sur une joueuse ou sur une situation presque hors football presque. Tu pourrais très bien te dire je vais prendre le banc et me focuser sur le banc à un moment donné. Je pense que c'est ça peut-être la force aussi de voir un peu d'autres types de photos, non ? Ouais, d'autres points de vue, etc. Ouais. Et puis après, ouais, quelles sont les petites contraintes que tu as pu remarquer, ou pas les contraintes, mais les choses un petit peu à faire attention, le début de match, peut-être de se trouver au bon endroit au bon moment pour faire la photo d'équipe. Ça, c'est tout un, alors, oui, c'est un tout petit un exercice. rituel, Ouais. alors, bon, dès que c'est la première fois qu'elle est passée, après on comprend chaque étape. Disons, il y a l'entrée des joueuses, il faut se placer à un certain endroit parce que on n'a pas le droit d'être n'importe où sur le terrain. Ensuite, la petite photo d'équipe. Et puis après, là, on peut être à la Fontenette, on a la chance, on peut être sur le bord de touche et aussi derrière les buts. Et puis, une facilité d'aller d'un endroit à l'autre du terrain. Donc, c'est assez agréable de pouvoir varier un peu les points de vue. On n'est pas fixé sur un endroit du terrain. Et tu dis de varier aussi les points de vue. S'il y en a qui écoutent et qui font un peu de la photo, quel type d'objectif tu utilises ou que tu dois utiliser pour ce genre de situation? Quel est le parc d'objectifs que tu dois avoir un petit peu pour jouer sur tous les fronts? Alors c'est sûr qu'il faut avoir un bon zoom, en tout cas minimum du 200 mm, mais même 300 mm c'est plus agréable pour pouvoir, parce que souvent quand même l'action se passe assez loin. Mais après, quand on est au bord du terrain, on peut aussi, avec un 70 mm, pouvoir faire des super photos. Surtout à la Fontenette, même si vous venez en tant que spectateur, on peut être juste derrière les buts. Les gradins sont vraiment très proches du terrain et c'est super de pouvoir vivre le match d'aussi proche. On peut faire des photos avec tout. Je pense qu'il faut avoir un peu de tout pour pouvoir varier et puis... Et pouvoir être assez réactif, c'est bien d'avoir un zoom et pas avoir un objectif fixe peut-être de 300 mm. Parce que des fois, l'action d'un coup, elle vient plus proche. Il faut pouvoir être assez réactif et puis dézoomer un peu, quoi. Ok, ouais. Puis qu'est-ce que tu verrais comme amélioration que tu pourrais amener dans ta photo, dans tes choses avec cette expérience au bord du terrain progressif que tu aurais? Je pense qu'avec l'expérience, je vais pouvoir prendre peut-être plus de liberté, plus de créativité dans les images. Ouais. C'est aussi ce qu'on en parlait, essayer de faire un petit peu des petites vidéos, des petites séquences vidéo qui peuvent être aussi sympas. Peut-être retrouver prochainement sur les réseaux. Et puis toi, Lucas, tu as eu l'occasion de voir un peu les photos d'Arthur. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton point de vue un peu sur son profil artistique aussi qui dévoile? Moi, je trouve ça fascinant que chaque photographe qu'on a chez Servetien, chacun a son style différent. Je remarque souvent, parce que c'est souvent moi qui poste les photos d'après-match, et je remarque que si c'est Simon
si c'est Adrien, si c'est Arthur. Chacun a son style différent et très unique qu'on remarque sur la photo et qui, genre, c'est la même action, hein. C'est les mêmes événements du match, mais pourtant on a un point de vue différent. Et moi j'ai trouvé dans ce dernier match, les photos elles étaient incroyables, surtout avec l'effet de brouillard là qu'on a eu en première mi-temps. Et puis moi je remarque que chez Arthur c'est plus les plans serrés, les plans proches qu'il préfère. Après tu peux me contredire, hein, mais c'est ce que j'ai l'impression de voir, que tu préfères les actions mais vues d'un profil plus serré, où les joueuses individuellement mais vraiment tu vois, recadrées dans un sens où c'est plus la mise au point est plus sur le joueur que sur le fond, tu vois. Et voilà, c'est ce que j'en retire de ces photos. Mais voilà, que ça soit Arthur, Adrien ou Simon, c'est 3 très bons photographes. Ouais, on est chanceux on est chanceux de les avoir. Ouais. Du coup, on profite de saluer Simon Hutin, qui fait les photos aussi des hommes, et puis Adrien Schweitzer, qui est jeune papa, et donc qui va revenir prochainement aussi faire quelques photos. Donc, on est bien entouré. Merci pour ce témoignage. Et puis, jingle de fin, parce que voilà, c'est le temps d'aller manger, quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce match. Oh là là, ça va pas du tout. C'était peut-être un match entre nous, je sais pas. Mais non, alors en tout cas, je parlais de match parce que les prochains matchs, c'est justement samedi 19 novembre. Match de Coupe Suisse à l'extérieur contre Ville pour le Servette FC Chénois féminin. Un match qui s'annonce plutôt facile, on va dire. Parce que voilà, c'est pas une équipe qui évolue en Ligue nationale, mais on sait jamais, c'est les joies de la coupe. Et puis ensuite, un déplacement à Haro le 26 novembre. 8 matchs, 9 points pour Haro, donc c'est pas non plus foufou. Et puis en plus, après, on a 7 rencontres à Yverdon, on va essayer d'y être sur place. Mais Yverdon, c'est 8 matchs avec 1 point seulement, 30 buts encaissés. Et un but marqué. Oh là là, c'est vraiment compliqué pour l'équipe du Gros de Vaud, donc on va espérer un beau résultat de Servette, sinon ce serait vraiment un peu une déculottée. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir été là les gars, et puis c'est l'occasion de se dire adieu. Merci Lucas, merci Arthur. À toi. À bientôt. Ciao. Et puis à tout bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao. Ciao.